RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Sports de RFI, de Radio Foot International. Cette émission qui referme la semaine, et elle referme la semaine, vous le savez déjà, en 3 dimensions. À la radio, sur Internet, à travers le Facebook Live et aussi avec France 24. Alors, impossible de nous manquer, impossible aussi de manquer ce rendez-vous avec nos invités. Bonjour Emile Ngono. Bonjour Annie. Fidèle au rendez-vous. Très fidèle au rendez-vous, et surtout que nous sommes de plus en plus aussi présents en Afrique dans toutes les grandes villes. Alors... Et il y a des belles affiches qu'on nous envoie de partout là-bas. Oui. À Yaoundé, Kinshasa, Douala, ça fait plaisir. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, oui, bien vivant, pas seulement sur papier glacé. Bonjour à tous. Et puis alors, on a un nouveau réfé aujourd'hui, mais ça c'est entre nous, et ça restera le temps d'une émission. Il a pris son siège en tout cas. Bonjour Gilles Verdez. Lourde tâche, bonjour. J'essaye, mais bon. Ça va pas être simple. Je peux pas être à la hauteur. Il est Gilles en arbitre, c'est prendre un risque. Arbitre. De toutes les façons, il mérite cette place-là. Un chef partisan. Oui, j'ai l'impression qu'il est partisan comme l'autre d'ailleurs. Dans les débats du jour, nous évoquerons les bleus, des bleus renversants, ceux qui ont renversé les Diables Rouges et qui retrouveront du rouge en finale, la Roja en finale de Ligue des Nations dimanche soir. Au terme d'un scénario fou hier, l'équipe de France a donc décroché sa place en finale grâce à Karim Benzema et à Kylian Mbappé et au nouveau petit Théo Hernandez. Victoire inespérée, les joueurs belges ont laissé échapper leur qualification, butant encore sur les Français. Les adieux au boss, une foule de supporters marseillais a rendu hommage à Bernard Tapie et accompagné l'ancien président de l'OM jusqu'à sa dernière demeure, le boss à jamais marseillais. Les éliminatoires en Afrique, le Nigeria battu chez lui par les Fauves du Bazou-Bangui. Un petit exploit disons, dans ces éliminatoires. Et puis les Congolais, les Tunisiens, les Maliens, eux vont mieux, ils gagnent. Les Algériens doivent faire et apprendre à faire sans Andy Delors, et ceci à contre-cœur. Nous en parlerons, nous verrons aussi vos cartons, ceux que vous nous envoyez chaque semaine. Et il y aura bien sûr les nôtres. Au générique de cette émission, David Finzel et Pierre Guérin qui m'ont aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation, ainsi que Souel Kédir et Léo Bernard. Et nos amis de France 24. Avant de lancer ce Café d'Espoir une nouvelle fois, nous saluons notre confrère Olivier Dubois, retenu au Mali depuis maintenant 6 mois, en souhaitant que sa libération soit le plus proche possible. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Des Bleus à réaction, des Bleus qualifiés pour la finale de cette Ligue des Nations. Ce sera dimanche contre l'Espagne. Ligue des Nations, demi-finale, place en finale. Et oui, un scénario parfait. Alors peut-être pas pour les parieurs sportifs dont on a parlé hier dans Radio Foot International. Ils n'avaient peut-être pas imaginé un tel scénario. Les Bleus, et vous avez vu Kylian Mbappé tout content, tout fier, les Bleus se relevant d'une très mauvaise passe, on va dire, cette mauvaise première mi-temps pour réussir à remporter un match qui avait l'air perdu. 45 minutes pour tout changer, un excellent match pour le suspense. Les joueurs français ont su donc se ressaisir à temps, et c'est ce qu'explique notamment Paul Pogba. Vous allez le voir sûrement sur des vidéos, mais j'espère que ça sera après la victoire dimanche, qu'est-ce qu'on s'est dit dans le vestiaire. Et voilà, en deuxième mi-temps, quand on est revenu, on a dit on y va, on les presse, on va récupérer des ballons plus haut, essaye de récupérer, ça va être du 1 contre 1. Et là, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais nous aussi, on a de la qualité et on doit le montrer surtout en deuxième mi-temps. Et on a très bien fait. Xavier Barret, alors
la vidéo n'est pas encore sortie, on imagine un peu, on imagine surtout que ce sont peut-être beaucoup plus les joueurs qui se sont dit non mais c'est pas possible, peut-être que l'élimination en 8e de finale leur est aussi revenue en tête et ils se sont secoués et on les a vus faire décrocher une qualification. On a eu un peu le même scénario, à part que c'est pas la même fin et on s'en réjouit, parce que la première mi-temps, c'est vrai qu'ils étaient à côté de leur pompe. Avec toute la première mi-temps en plus. Oui, une grande partie quand même, avec cette fameuse défense à 3 ou à 5 qui nous a pas vraiment convaincus jusqu'à présent. Et puis en deuxième période, on garde le même système cette fois-ci, contrairement face à la Suisse où ça avait changé. Et surtout, on change la mentalité des joueurs. Et là, ils sont revenus avec une énorme détermination et ils ont réussi à battre cette équipe de Belgique qui menait 2-0. Qui a eu quand même cette balle de 3-2 par Lukaku hors jeu. Bon, ça s'est joué à peu de choses, mais au vu de la deuxième période, la victoire française est totalement justifiée. Gilles, on a vu cette équipe à réaction. Finalement, on attendait ça peut-être aussi des champions du monde. Il leur fallait. Et d'ailleurs, à la mi-temps, Pogba a dit on est champion du monde. C'est ça le déclic. C'est de se dire on est mené. Je ne suis pas d'accord avec Xavier sur toute la première mi-temps mauvaise. Il y a eu 30 minutes bonnes des Bleus. Et après, comme vous le disiez, Annie, voilà. Et après, ça craque. Mais sinon, cette deuxième mi-temps, galvanisée par le vestiaire, les joueurs, effectivement, ont défendu ensemble, pressé ensemble, marqué ensemble. Ils n'étaient plus ensemble. Et là, c'est vraiment l'union sacrée de nouveau. Pogba et Deschamps, les artisans de ce renouveau. Rémi, ces deux mi-temps très différentes, alors je ne sais pas si ça peut s'expliquer, des fois tout ne s'explique pas, mais en tout cas, est-ce que vous pensez que cette équipe, alors qu'on avait un peu perdu depuis la Suisse, on a vu qu'elle avait accumulé des matchs nuls au cours des éliminatoires, avec une victoire seulement, c'était contre la Finlande, mais est-ce que ça pouvait servir d'exemple? Est-ce que là, quand même, face à la Belgique, qui est une grosse équipe, on va y venir à la Belgique, mais est-ce qu'il y a comme un déclic selon vous? Est-ce qu'ils se sont repris en main? Ils se sont repris et surtout il y a une confirmation que Benzema est le leader qui manquait à cette équipe, contrairement à ce que Gilles voudrait nous faire croire. Parce que... J'ai rien dit sur Benzema. Non, parce que vous avez dit Pogba et Deschamps, c'est eux qui ont repris l'équipe en main. J'ai dit parce que tout mais repris peut-être verbalement. Vous savez, non. C'est le talent. Vous pouvez avoir de la foi et tout ça, mais si vous n'avez pas le talent, vous ne pouvez pas le faire. Benzema... 5 buts depuis qu'il est revenu. Voilà. Revenu en et équipe surtout... de France. Quel but! Il est pressé par 5 défenseurs. C'est un but madrilène. C'est un but complètement madrilène. C'est-à-dire que non seulement il réussit à les déjouer, et il est net, rapide, juste dans son exécution. Et contre son gardien, n'est-ce pas, Rémi? Et surtout contre Thibaut Courtois, qui se détend Thibaut Courtois du Real Madrid. Et qui ne peut pas attraper cette balle-là. Parce que du moment où vous marquez ces buts-là, attends, et surtout qu'il n'a pas eu besoin de qui que ce soit véritablement, parce que là, c'est un fort talent, même si on peut dire qu'il y a eu une passe décisive de Kylian Mbappé, mais il faut se dire, il a débloqué la boîte. Et du coup, la Belgique a commencé à douter. Donc, il y a eu, certes, l'état d'esprit qui a fait de telle sorte que les joueurs français se disent qu'on peut le faire, mais surtout, il y a eu véritablement le talent offensif totalement faux, avec ce que dit Rémi Kylian Bono. Et Benzema, mais non, c'est totalement surtout faux. Kylian Benzema. Parce que le talent, Karim Benzema. le talent, il est aussi en première période et on le voit pas, en tout cas pas suffisamment. Alors qu'en deuxième période, là, on sent que, mais même les joueurs l'ont reconnu dans les déclarations d'après-match, qui se sont bougés en deuxième période et qui, au talent, ils ont rajouté la détermination. Et c'est ça qui fait basculer le match. Mais tous les analystes d'après-match vous le disent, ça se joue au mental, parce que le talent, il le laisse pas, il le récupère pas au vestiaire en rentrant à la mi-temps. Ils l'ont au coup d'envoi. Hein. Mais ils l'expriment pas. Mais ils l'expriment pas parce qu'ils sont pas dedans, ils sont pas suffisamment dedans. Et c'est pour ça que je suis curieux de voir la vidéo qu'annonce Paul Pogba de ce qui s'est dit à la mi-temps, parce qu'effectivement, ils ont su vraiment se transcender. Ils l'avaient fait contre la Suisse, puis ils sont arrêtés à 10 minutes de la fin et ils se retrouvent en prolongation, ils ont été éliminés au tir au but parce qu'ils avaient bien réagi contre la Suisse lors du 8e de finale. Égalisé, mais ils n'avaient pas tenu jusqu'au bout du match. Là, ils l'ont fait, ils ont été d'une grande intensité jusqu'au coup de sifflet final et ils ont su aller chercher cette place en finale. Gilles? Là où Rémi se trompe complètement, moi j'adore Karim Benzema, mais s'il y a un joueur à retenir, s'il y a quelqu'un à retenir, pour moi, c'est Didier Deschamps. Mais s'il y a un joueur à retenir hier, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé. On a l'impression que c'est lui qui sonne un peu la révolte, au moins sur le terrain, avec sa vitesse, avec sa détermination. Vous avez Pogba dans le vestiaire avec Deschamps et Mbappé sur le terrain. C'est lui qui fait la différence. C'est lui qui crée les espaces. C'est lui qui dribble. C'est lui qui fait passe décisive à Benzema. C'est lui qui sent la rédemption possible. Je vais effacer mon tir au but par un penalty lumineux parce que le gardien est très fort et part du bon côté. Et très grand. Très grand, très fort. Donc voilà. Donc en fait, le leader charismatique, c'est Kylian Mbappé.
Et Rémi, ce que je voulais vous dire, pour conclure par un proverbe, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ah oui, ça c'est un proverbe un peu français. Oui, très pas grave. très français de toutes les façons, qu'il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Absolument. Dites à un aveugle de voir, donnez lui-même la lampe tempête ou bien donnez-lui n'importe quel phare. Il ne verra jamais comme Gilles Verdès. C'est ce type d'aveugle justement que vous êtes. Donc moi, j'ai dit justement que en toute chose, il fallait débloquer. Et quand vous parlez des leaders, quand le penalty arrive, qu'est-ce que Karim Benzema dit? Il dit à Mbappé, vas-y. Parce que justement, c'est celui-là qui sait également motiver les troupes. C'est lui qui demande à tout le monde de monter. C'est lui qui est le leader sur le terrain. Kylian Mbappé, je ne peux pas nier son talent. D'ailleurs, sur ses 50 buts, sur ses 50 sélections, je ne peux pas nier ça. Mais il faut quand même se dire que le joueur le plus expérimenté et qui attire, qui non seulement attire d'abord toute la défense. Parce que quand il marque son but, je vous ai dit, il est encerclé. C'est Karim Benzema. C'est le poison numéro 1. Donc aujourd'hui, si on dit que Karim Benzema est un potentiel ballon d'or, c'est parce qu'il est en train de le prouver. Sur 11 matchs, il a 11 buts. C'est qui, parfois, Kylian Mbappé, il a parfois des prestations épileptiques. Mais cette fois-ci, contre la Belgique, il s'en sort toujours très bien lorsqu'il s'agit des équipes comme la Belgique ou même l'Argentine, parce que là, il sort alors sa vitesse de pointe qui met à mal les défenses comme celle de la Belgique. Xavier, moi j'avais une question plutôt. On attend depuis longtemps le trio. Le fameux trio offensif, on l'attend depuis avant l'Euro. Est-ce que hier soir, ça a fonctionné ou pas encore tout à fait? La dernière fois, on avait vu face à la Finlande, Mbappé était absent. On avait vu que ça fonctionnait entre Karim Benzema et Griezmann. Hier, on a vu plutôt entre Mbappé et Benzema. Est-ce que quand même ce trio mais on a vu aussi un Griezmann qui se met au service de ce trio, qui vient chercher le penalty en venant chercher une faute. Alors un peu heureuse, mais bon, il y a faute, il y a penalty et Mbappé égalise. Donc moi, j'ai toujours du mal en disant il faut ressortir, c'est Mbappé qui a été le meilleur, c'est Benzema qui est le meilleur. C'est toute l'équipe. Et Deschamps, il passe son temps à souligner ça. C'est une réaction d'ensemble de l'équipe. S'il y en a un seul qui joue bien et que les autres jouent mal ou jouent pas, il n'y aura pas de réaction. C'est tout le groupe qui a su se prendre en main et jouer collectivement, jouer plus haut, venir faire le pressing haut. Alors bien sûr que les attaquants ont un rôle déterminant, notamment ceux qui marquent, parce que c'est ça qui fait la différence. Mais s'il n'y a pas de défenseur derrière pour bloquer les adversaires et pour relancer, ils gagnent. Moi, je peux vous dire que ça. La défense a été mauvaise, mais non, Lloris a été mauvais. Moi, je vous le dis. Il n'a pas été mauvais. Attendez, vous n'allez pas dire que c'est toute l'équipe. Non, pour gagner, il ne faut pas absolument toute l'équipe. Il avait été phénoménal. Lors de la demi-finale France-Belgique en Russie en 2018, il avait fait 7 arrêts. 7 arrêts sur des tirs cadrés. Mais ça, c'est le passé. Nous parlons du match d'hier. Là, il a été moins décisif. Mais à l'arrivée, l'équipe de France gagne quand même. Et il a fait un arrêt quand même sur un tir de De Bruyne qui était très important. Donc, c'est un ensemble, c'est une collectivité qui a su bien réagir après avoir été bien bousculée. Mais on se demandait un peu qui avait tiré vers le haut, on va dire, cette équipe. Celui qui a marqué le 3e but libérateur, le but qualificatif, c'était son 2e match sous le maillot des Bleus. C'était la première fois qu'il retrouvait son frère sur le terrain, Lucas, dans la défense centrale. Eh bien, c'est Théo Hernandez. Et vous allez le voir, il avait à peine osé en rêver alors qu'il soufflait, et c'était la veille du match, ses 24 bougies avec l'équipe de France. Merci pour le gâteau. Je suis très heureux d'être ici de faire mon anniversaire avec vous. Et puis le meilleur cadeau, c'est d'une belle victoire demain contre les Belges. Un des meilleurs sur le terrain, un des mieux notés aussi, Gilles, ce matin. C'est une entrée un peu tonitruante. On sait qu'en plus, il est capable de marquer des buts. Il en marque souvent au Milan AC. Une entrée fracassante. D'ailleurs, à mon avis, c'est une entrée et puis ça va, non pas attendre confirmation, mais ça va être confirmé très vite. Il a gagné sa place. Il a été bien meilleur que Pavard de l'autre côté. Il a supplanté pour moi Lucas Digne. C'est vraiment un joueur complet. C'est un joueur qui a le mental et qui peut occuper tout cet espace, tout ce couloir. Alors que les autres,
à mon avis, sont soit attaquants, soit défenseurs. Et lui, il a les deux. Donc, c'est l'idéal. D'ailleurs, à la fin du match, Deschamps a défendu ses pistons qui avaient été critiqués un peu. Il les a défendus et je pense que Théo Hernandez, là, est vraiment là pour longtemps. Énorme joueur. Oui, et on l'a vu, il a la même gara, comme on dit en espagnol, hein, que son frère. Les deux formés à l'Atlético. Ça se sent deux Marseillais, soit dit en passant. Pourquoi les Belges n'y arrivent pas dans cette... disons, quand ils arrivent à ce niveau des compétitions, cette équipe belge, rappelons-le, elle est première au classement FIFA. Alors, on le critique, hein, ici, le classement FIFA, n'est-ce pas, Rémi? On sait que par moments, c'est un peu une énigme, mais en tout cas, sans avoir gagné de trophée, ils sont premiers au classement FIFA depuis longtemps et ils n'arrivent pas à passer cette dernière marche. Les Diables Rouges avaient pourtant, hein, semble-t-il, le match en main, 2-0 à la mi-temps. Écoutons l'analyse d'un ami belge ici à RFI, il s'appelle Tim. Moi j'ai applaudi, hein, parce que je vais dire, on les a vus les champions du monde, et on les a mangés en première mi-temps. Ils auraient pu nous faire mal aussi. Et Loris il recommence, il refait un arrêt décisif. Non, ce match franchement c'est horrible, c'est un trauma. Non, et en plus t'imagines, moi je suis belge habitant en France, je bois le calice jusqu'à la livre. Je vois de ces pubs partout. Et je me fais chambrer, tout le monde qui me dit ouais, alors ça va, t'as pas trop le seum, hein? C'est la Seum Nation, tu vois. Alors je vais te dire un truc qui est marrant. C'est que les Diables Rouges, en flamand, on dit Rode Duivels. Eh ben, un des premiers trucs que je dis à la fin du match, c'est Rose Duiven. Ce qui veut dire les pigeons roses, vieux. C'est comme ça que je les vois. Et en même temps, ils ont été beaux, ils ont performé, ils auraient pu gagner, ça s'est joué à rien. Mais la Belgique, c'est grand comme ça, et la France, c'est grand comme ça, voilà. C'est ça l'explication, les amis. Xavier, la Belgique est petite comme ça et la France grande comme ça. Ça veut dire qu'on a plus de réservoirs où il y a aussi... Mais les États-Unis, c'est pas la meilleure, ni la Chine. Hein. Le Brésil, c'est pas mal. Leur sélectionneur a quand même dit que ça s'était joué sur les émotions et il a parlé notamment de paramètres émotionnels pour la deuxième mi-temps. C'est sûr qu'ils n'ont pas su gérer et c'est ça qui est terrible. On les attendait à l'Euro 2016, Donc ils étaient on gère numéro 1 moralement. mondial et ils sont éliminés en quart de finale par le Pays de Galles. À la Coupe du Monde 2018, donc ils tombent contre la France en demi-finale. Là, à l'Euro, ils retombent dès les quarts de finale. Et à chaque fois, ils sont favoris puisqu'ils sont numéro 1 mondial depuis de nombreuses années. Et à chaque fois, ils n'arrivent pas au bout. Alors, est-ce qu'il y a une suffisance? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense qu'il y a une forme de fatalisme des Belges. Ils sont là, on les voit, ils sont incapables de réagir, même si, bon, il y a quand même ce but de Lukaku qui est refusé pour hors-jeu. Mais il y a une forme de fatalisme. On est un petit pays, c'est déjà bien ce qu'on fait et on ne fera pas mieux. C'est pas du tout la même mentalité que les Uruguayens qui, eux, sont que 3 millions. Les Belges sont quand même 3 fois plus nombreux, mais qui, eux, se battent toujours à la vie, à la mort. Voilà. Et là, les Belges, cette espèce de résignation. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'ils passent ce cap-là. Alors, est-ce que cette équipe, cette génération qui est un peu vieillissante en est capable? Ça devient de plus en plus... C'est même plus que ça, c'est un complexe. Ils sont complexés quand ils affrontent les Bleus. Ils sont complexés. Ils ont peur. Miraculeusement, ils mènent à la mi-temps. Ils s'effondrent. Même leur sélectionneur dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ils ne savent pas nous gérer. Est-ce que c'est un peu comparable quand on avait la France face à l'Allemagne et qu'on avait toujours peur de tomber face aux Allemands? Absolument. On était battus avant même de jouer. Parfois, on faisait l'exploit. On était brillants, fantastiques. On perdait quand même. Eux, quoi qu'ils fassent, ils perdent. Quand ils sont mauvais, ils perdent. Quand ils sont bons, ils perdent. Non, mais franchement, c'est dans la tête, il y a un complexe. Quand ils menaient 2-0 à la mi-temps, je me suis dit « Tout est possible parce que c'est les Belges. » C'est triste, mais c'est vrai. Voilà, on peut les battre à tout moment. Rémi, je vous propose d'écouter le gardien du Real Madrid, qui hier soir était donc le gardien des Diables Rouges, Thibaut Courtois. Il était presque aussi amer qu'en Russie il y a 3 ans. On joue contre des bons joueurs, c'est normal qu'ils ont la classe pour faire ça dans la surface. Bien sûr, Benzema que je le connais, donc, mais je ne sais pas comment c'est passé. Le deuxième but, c'est un perte de balle et après un penalty un peu bête. C'est dommage, il ne veut pas faire penalty, c'est un petit tac et ça a touché son mollet, je crois, et l'arbitre a sifflé penalty. Non, on savait que le foot, c'est comme ça, 2-0 c'est passé. En plus, contre une équipe comme la France, c'est comme ça. Donc, contre qui tu perds, c'est juste pour apprendre. Mais c'est 2 fois la France, c'est pas grave. La dernière fois, c'était l'Italie. Donc, c'est un peu la vie. C'est la vie de perdre contre la France, c'est ce qu'il dit? Non, c'est quand même regrettable pour cette équipe. Et de toutes les façons, quand vous voyez qu'ils ont ces joueurs qu'on nous vante beaucoup, De Bruyne, et surtout, vous avez un Lukaku qui était
quand même là... Qui était en grande forme hier soir. Qui est en très très grande forme parce que c'est 2 buts. Mais ça veut dire que c'est une fatalité pour vous ou il y a aussi dans cette équipe hier dans Radio Foot, non, moi, avec un Belge, avec un confrère belge par exemple, vous parlez de la défense qui est quand même très friable et très âgée. La défense est friable, mais je crois aussi que c'est un problème d'entraîneur. Parce que là, il y a quand même eu une erreur de coaching et surtout une erreur de gérer ce match-là. Parce que les joueurs là, disent quand même que... Vous êtes d'accord avec Tim qui nous l'avait dit aussi qu'on a tout à dit l'heure. qu'il fallait gérer, mais c'est pas possible. Vous avez encore 45 minutes. Vous n'êtes pas dans les 15 dernières minutes. Vous avez réussi à marquer 2 buts. Et vous vous dites que la France ne peut pas marquer alors que vous jouez bas. C'est-à-dire que vous décidez de jouer bas face à une équipe de France que vous avez, par exemple, des gens qui sont capables d'éliminer, comme Mbappé, qui peuvent vous prendre n'importe comment, ou oui, Benzema. Il a fait du mal à Donc la c'était défense. quand même très difficile pour moi. Et à une certaine période, quand ils ont joué, quand ils ont essayé de jouer, ils avaient la possession. Mais quand on arrive à la fin du match, on se rend quand même compte que c'est presque à égalité. Ils ont certes 52%, mais c'est la France qui a 16 tirs contre 11. Donc, logiquement, la France devait gagner. Parce que moi, je regarde le nombre de tirs, le nombre d'occasions créées. Je ne regarde pas que oui, nous avons 1818 points. Nous sommes premiers. Chaque année, la Belgique est première nation. Première nation a récolté uniquement les points et 0 trophée. Comme le dit un proverbe, comme le dit malheureusement un proverbe africain, que ce n'est pas le chant du rossignol qui fait qu'ils vivent bien. Alors c'est dommage parce que c'était la 75e confrontation et théoriquement en nombre de victoires c'était plutôt en faveur de la Belgique. Ils ont 30 victoires les Belges et bien maintenant la France en a 25. Passons à la troisième partie finalement de cette histoire franco-belge. Eh bien c'est la finale puisqu'elle sera entre la France et l'Espagne. Et là on s'attend tous plutôt à un choc tactique. Ça sera dimanche à San Siro. La France alors évidemment, elle aurait sûrement plus aimé disputer la finale de la finale de la Ligue des Nations, mais elle n'a pas choisi. Et les joueurs ont décidé de vraiment la jouer, cette finale. Ils se retrouveront donc à d'autres joueurs en rouge et Didier Deschamps va retrouver sur le banc Luis Enrique, un grand entraîneur, si on écoute bien Didier Deschamps. Il est dans la lignée de ses prédécesseurs aussi, avec cette capacité à maintenir l'équipe d'Espagne toujours au haut niveau, même si eux aussi ils ont été éliminés un peu plus tard durant l'Euro. Mais voilà, il y a des jeunes joueurs qui arrivent aussi, mais toujours avec cette capacité individuelle et collective à diriger le jeu. Et puis il y a un titre en jeu pour le Luis comme pour moi. Donc on était là pour ça. On est les 2 finalistes. Et c'est important de gagner des titres. Donc dimanche, il y aura un heureux et un malheureux. J'espère faire partie d'être du côté de celui heureux. Xavier Barré, allez, on va se mouiller un tout petit peu là. Est-ce que les Français et Didier Deschamps seront du côté des heureux ou des malheureux, selon vous? Moi, j'espère bien sûr que la France va l'emporter. Non, espérer, oui, mais objectivement. Je pense que c'était pour les Bleus, c'est plus difficile de battre cette équipe de Belgique qui lui ressemble beaucoup par les caractéristiques d'un certain nombre de ses joueurs, que l'Espagne. L'Espagne, on connaît le système de jeu, ils prennent la possession, ils vont confisquer le ballon. Par contre, ils jouent haut, ils font le pressing haut et ils s'exposent effectivement à des contre-attaques de joueurs très rapides comme Mbappé. Donc normalement, ça devrait être un petit peu plus facile pour l'équipe de France, à condition qu'elle sache rendre le match facile, c'est-à-dire pas qu'elle ne se réveille pas à la mi-temps. Gilles, cette équipe d'Espagne, on a l'impression qu'elle a retrouvé un peu certaines données de son football, du football espagnol et notamment la possession. Est-ce que ça va être une épreuve compliquée pour les Bleus? Beaucoup plus dur, contrairement à ce que dit Xavier, que contre la Belgique. Ça ne nous convient pas du tout. Ils ont une jeunesse, tactiquement, ils sont ultra organisés. Ils pressent haut, ils vont nous agresser. Ils vont vouloir la possession, ils vont nous empêcher de nous développer. Je ne vois pas du tout de désorganisation espagnole nous permettant des contres. Donc moi, je pense que ce sera équilibré. Je vois un partout jusqu'à la fin et miraculeusement un but d'Mbappé à la 90e. On va gagner 2-1, mais on n'est pas si éloigné que ça alors. Difficilement. Non, ça va être très compliqué. Très compliqué. Rémi, à vous le dernier mot. Est-ce que vous voyez ces Français sortir heureux de San Siro dimanche soir ou pas? Quand je regarde... La défense espagnole. Oui, la défense espagnole. C'est vrai quand même qu'il y a des gens comme Carvajal, Alba qui manquent, mais on voit néanmoins que ça tient toujours. C'est-à-dire qu'au niveau des couloirs, ça tient un peu.
Mais, et puis ici, au niveau du milieu de terrain, ils ont retrouvé quelqu'un comme le jeune Gavi qui a 17 ans, à 16 ans et 62 jours, a réussi quand même à nous prouver qu'il était quelqu'un qui courait le plus et qu'il était agressif et qu'il a réussi d'ailleurs à faire à faire 33 passes sur 35 dans le camp adverse. Donc, il a beaucoup gêné l'équipe d'Italie. Mais maintenant, c'est la jeunesse alors qui peut gêner les Bleus? La jeunesse peut gêner des Bleus parce qu'ils sont vraiment, comme lui-même, il a dit que Enrique veut surtout qu'ils pressent, qu'ils ne se fatiguent pas, mieux qu'ils perdent même un ballon, qu'ils ratent une passe, mais qu'ils soient toujours en activité. Et parce qu'ils sont encore physiquement frais, je ne sais pas s'ils vont retrouver la même fraîcheur, et parce qu'ils sont aussi jeunes, eh bien ça peut créer quelques petits problèmes, parce que néanmoins, il y a un petit proverbe africain qui dit que la fourmi est petite, mais elle peut entrer dans l'oreille du lion. Alors, résultat, les Français ils seront heureux ou pas? Les Français devraient être heureux. Ouais. Ligne par ligne, Malgré les Français tout. les dépassent. C'est-à-dire qu'ils seront gênés, mais je vois quand même la France gagner. D'accord. Vous ne voyez pas une victoire espagnole. Bon, ben, on verra lundi, chers amis, si vous avez eu raison dans ce diagnostic. La finale sera à San Siro, donc à Milan, à 20h45 heure de Paris, 18h45 en temps universel. On continue, on prend la direction de Marseille. Il est entré une dernière fois au stade Vélodrome au son de Jump, la musique qui salue l'entrée des joueurs de l'OM. Le corps de Bernard Tapie était dans le rond central de la pelouse du Vélodrome, la coupe aux grandes oreilles posée près de son cercueil. Un dernier hommage rendu par des représentants des supporters les plus fidèles. Ils étaient 3500 dans la tribune la plus proche de la pelouse pour remercier leur ancien président de cette fameuse étoile décrochée sur la scène européenne. Le texte écrit par toutes ces formations de supporters disait notamment « Marseille était Marseille avant Tapie, Marseille était encore plus Marseille après. Tu as créé un lien en nous faisant traverser l'Europe, tu nous as donné notre étoile, celle que tout le monde nous envie. » Et ils écrivaient aussi « Demain dans ce stade, dans ces tribunes, tes enfants continueront à défier le monde dans la joie, l'échange, la furie, l'allégresse et montreront ce que c'est d'être Marseillais. » Alors d'autres milliers de Marseillais ensuite ont suivi le corbillard. C'était entre le Vieux-Port et la cathédrale de la Major dans Marseille ce matin sous un soleil très provençal d'ailleurs. Nos envoyés spéciaux Éric Chorin et Yoram Meloul ont posé quelques questions à des supporters marseillais. L'émotion était de la partie en tout cas. Je pense qu'il aurait été fier de nous, comme on dit. Je vous en parle, j'ai la chair de poule, j'ai 52 ans, je suis grand-père et je suis grave ému, quoi, parce que c'est Tapie. Il nous a menés à Munich et nous, on va le mener au cimetière. On a l'impression de le connaître comme s'il faisait partie de notre famille, parce que l'OM, ça fait partie intégrante de notre vie, donc c'est naturel pour moi de venir ici aujourd'hui. Beaucoup d'émotions, mais on n'oubliera pas, c'est un jour qu'on n'oubliera jamais. Et merci à Bernard pour l'étoile. Et c'est fini! L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe. C'est l'Olympique de Marseille, vainqueur du Milan AC par 1-0. Quelle soirée! Quelle soirée, mes amis! Le nom de Bernard Tapie associé à jamais à cette étoile sur le maillot des Marseillais. Gilles Verdez, lui, le Titi parisien, il était né dans le 20e arrondissement, a choisi de reposer en terre marseillaise. Est-ce que vous comprenez cette passion qu'il déchaîne là-bas? Parce que c'était un personnage charismatique, emblématique, mais aussi un peu clivant, Bernard Tapie. Alors moi, je vous entends, mais je n'ai jamais admis, j'ai jamais pu répondre aux critiques contre Bernard Tapie. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai côtoyé dans les bons moments, j'étais à Munich, mais je l'ai côtoyé aussi dans les pires drames que j'ai connus, à Furiani où j'étais le 5 mai 1992. Et je me suis retrouvé dans son vestiaire, je me suis retrouvé avec lui au moment où la tribune s'était effondrée. Et je me suis retrouvé à le suivre avec notamment Basile Boli et ses joueurs au milieu
de l'étendue chaos. des corps, des morts, des blessés, 19 morts et 2300 blessés, il faut le rappeler. Hein. Et je l'ai vu sauver des vies. Lui, Bernard Tapie, prendre des gens, les empoigner par terre, les mettre dans les ambulances où il n'y avait plus de place, et ben il en trouvait avec Boli de la place. Je l'ai vu sauver mais des dizaines de gens. Dans chaque ambulance, il prenait lui-même les gens. Parfois, on avait l'impression que les gens étaient morts, et ils n'étaient pas morts. Il disait, mais il vit encore, il le met dans l'ambulance. Donc, quand j'ai vu cet homme faire ça, jamais je ne pourrais le critiquer. Je sais que peut-être il y a eu des choses, il y a eu l'affaire VAOM, ok, il y a eu des choses. Mais un homme qui, dans une situation paroxystique, de crise absolue, d'urgence, comme ça, sauve des vies, pour moi, c'est la quintessence de l'humanité. Donc jamais je le critiquerai. Xavier Barret? Moi, j'étais pas à Furiani, heureusement, parce qu'effectivement, il y a des gens qui n'en sont pas relevés. Mais je trouve que, franchement, on en fait beaucoup pour quelqu'un qui a quand même laissé un héritage très discutable à tous les niveaux. J'étais à France Football à cette époque, on a mené de nombreuses enquêtes sur ses méthodes. À charge. Sur ses méthodes. Toujours à charge. Ses méthodes. Et à l'arrivée, on a quand même eu cette condamnation dans l'affaire VAOM sur ses méthodes à lui. Donc, être là à encenser ce personnage, moi, ça me gêne profondément. Et je dois avouer que j'ai du mal à comprendre tous ces gens-là, parce qu'effectivement, il les a peut-être fait vibrer un moment, mais il les a fait vibrer à quel prix, avec quel doute, quel soupçon qui reste encore, qui existe encore. Donc, moi, franchement, voilà, Bernard Tapie, je préfère m'arrêter là, quoi. Voilà. Bon, arrêtez-vous là. Rémi, un petit mot sur Bernard Tapie, sur cette passion marseillaise finalement, parce que c'était un amour partagé. Je crois que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup de gens et surtout, il a été un personnage beaucoup aimé en Afrique. Très aimé, très suivi en Et Afrique. d'ailleurs, l'un des Et son rares, décès a beaucoup touché. l'un des rares à aller l'embrasser pour la dernière fois, c'était d'ailleurs Basile Boli. Il l'a rencontré sur l'antenne lundi. D'accord. Donc, à partir de là, je crois que il faut savoir que, d'ailleurs, tout le monde le sait, nobody's perfect. Shakespeare le disait, nul n'est parfait. S'il faut juger Xavier Barrault aujourd'hui, je trouverai toujours, comme le dit un proverbe africain, il n'existe pas un beau chien sans puce. Donc, lui, aujourd'hui, et d'ailleurs, comme on va dire, par rapport au PSG, si le PSG va remporter là, vous savez ce que c'est que le Qatar? Ce qu'ils font? Et tout. Si on va les juger à partir de là, si on essaie de regarder Manchester City, là où il aime le beau jeu là, et est-ce qu'il sait comment est-ce qu'ils font pour investir dans le football? Donc, à une certaine période, je crois que Bernard Tapie, et d'ailleurs, il a voulu gagner son dernier combat, vivre jusqu'au 6 octobre. Parce qu'en même temps, il ne faut pas croire que la justice humaine, même quand elle vous est rendue défavorablement, que ce soit une justice juste. D'ailleurs, on le sait très bien que selon que vous soyez pauvre, voilà, les riche ou jugements de pauvre. coup vous rendront blanc ou noir. Donc, pour l'instant, j'essaie, et je vais prendre le côté de Gilles Verdez, que le côté humain de Bernard Tapie a été très grand. Et il a aussi rendu la France grande, comme le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il est vénéré ici. Il est vénéré ici. Mais est-ce que vous savez ce qu'il a fait en Afrique? Mais il reste une grandeur. Mais attendez, vous savez ce que de Gaulle a fait en Afrique, monsieur? Je vous dis. Mais le général de Gaulle n'est pas allé en prison. Le général de Gaulle n'a pas été condamné pour avoir acheté des matchs. Non, mais il faut arrêter. Mais que ce que vous êtes en train de dire qu'il a été condamné pour avoir acheté des matchs? On en reste. Faut pas dire n'importe quoi. Laissez-nous ça. Non, on peut pas dire n'importe quoi. Xavier Barret, ne mentez pas. Un seul match sur lequel il y a eu des preuves. Et beaucoup de soupçons sur voilà, d'autres. alors ça, voilà. Ça, beaucoup de soupçons sur d'autres. ça, c'est Xavier Barret depuis des années sur Tapie, qui manie le soupçon sans aucun argument, à l'image de son journal. C'est que ça. C'est pas vrai. C'est que ça. C'est des allégations qui ne reposent sur rien. Prouvez-le. S'il y a des matchs, prouvez-le. On va s'arrêter là. Il y a eu des témoignages. Mais il n'y a rien du tout. On va s'arrêter là. On évoquait en tout cas Bernard Tapie. Les adieux de Marseille et le boss reposent désormais sur les rives de la Méditerranée, à l'ombre du stade Vélodrome. Les hommes de Raoul Savoie sont allés battre les Super Eagles 1-0 à Lagos, privés d'Iwobi, Didi ou encore de Victor Osimhen sur le banc. Le Nigeria reste en tête du groupe C. Une énorme surprise lors de cette troisième journée des éliminatoires en Afrique en vue toujours de la prochaine Coupe du Monde. Le Nigeria, les Super Eagles, ont été battus chez eux, à Lagos. Des habitués pourtant des phases finales de la Coupe du Monde, et ça ne veut pas dire qu'ils n'y seront pas, hein, c'est pas du tout ce qu'on veut dire ici, mais en tout cas, ils ont été surpris et battus chez eux 1-0. En plus, je dirais, parce que c'est pas les fauves du bas
Zouangui, c'est-à-dire les joueurs de Centrafrique, une équipe qui tente de se hisser sur la scène africaine. Ils n'ont encore jamais disputé, eux, de phase finale de la CAN, Gilles. Le Nigeria, ça vous a surpris quand même de se faire battre comme ça? Pour moi, c'est le résultat ahurissant. Le Nigeria, quoi, quand même, qui avait gagné 2 matchs, avec une sélection, certes, il y avait des absents, Osimhen, il est rentré. Alors, il faut dire quand même que le scénario du match est compliqué pour le Nigeria. Il y a une barre d'Osimhen, il y a une occasion ratée d'Osimhen, et puis il y a ce but par inadvertance, un raté dans le temps additionnel. Mais quand même, quoi, le Nigeria, là, c'est pas sérieux. C'est une faute grave pour moi. C'est-à-dire que ça compromet pas la qualification, mais dans les têtes, on se dit... Ce Nigeria, comme vous le disiez, est beaucoup plus faible que les équipes qui le devançaient auparavant. Xavier, le buteur de cette équipe de Centrafrique, vous aviez justement dressé son portrait récemment. C'est un garçon absolument incroyable, puisque il y a encore quelques mois, on ignorait son existence. Karl Namganda, il joue aux Herbiers. Hein, c'est un garçon qui a été repéré par l'entraîneur des Herbiers, qui l'a fait venir alors qu'il jouait en National 3 à Pouzauges, et il s'était rencontré dans un match de championnat ou en Coupe de France. Ils s'étaient rencontrés en Coupe de France, il leur avait marqué un but lors de la Coupe de France la saison dernière, il avait dit celui-là il est pas mal, donc ils l'ont pris aux Herbiers. Mais le garçon, il était totalement inconnu. Et comme il a des origines centrafricaines et que les meilleurs joueurs centrafricains ont décidé de ne plus y aller, notamment Geoffrey Kondogbia, qui a mené avec quelques autres une cabale contre la sélection, Raoul Savoie, l'entraîneur... Contre la fédération. Voilà, contre la fédération plutôt, oui. L'entraîneur suisse, eh ben, il a un peu raclé les fonds de tiroir, il a trouvé ce joueur, et il l'a pris, il en a pris quelques autres, il a fait une équipe avec des gars qui vraiment voulaient se battre pour ce pays qui a effectivement aucune histoire, aucun passé au niveau football. Et qui ne peut pas jouer à domicile en ce moment. Le stade, effectivement, n'est pas homologué. Ils sont obligés de recevoir au Cameroun, là aura lieu la phase finale. Et donc, ils ont réussi de la CAN. Et là, ils ont réussi un exploit extraordinaire, puisque jamais, jusqu'à présent, la Centrafrique avait obtenu de tels résultats. Il y a ceux qui gagnent. Hein. On a parlé des Nigérians. On peut parler aussi du Mali. On peut parler de la Côte d'Ivoire qui a gagné cet après-midi contre le Malawi. Mais il y a aussi ceux qui seront sûrement premiers de leur groupe. Ce sont les Algériens qui jouent à Blida. Ils reçoivent le Niger, mais surtout, ils doivent se conformer et jouer sans Andy Delors. Le buteur des Fennecs, champion d'Afrique avec eux, pourtant, ex-Montpellierin, désormais à Nice, a refusé sa convocation. Et vous allez l'entendre hier, Jamel Belmadi, son sélectionneur, s'est enflammé et s'est irrité contre ce refus. Donc il m'envoie ce message en me disant que, en accord avec son club, et là j'ouvre les guillemets, privilégie son club parce qu'il veut réussir ce challenge d'arriver dans son club et de devenir titulaire à part entière, parce qu'il estime qu'il allait devoir se battre avec Dolberg et Gouiri. J'ouvre les guillemets, hein, c'est lui qui parle maintenant. Que pour ça, il devait mettre l'équipe nationale entre parenthèses, mais uniquement pendant 1 an. Et évidemment, et pas de CAN. Donc, suite à ça, évidemment, on a eu une discussion. Ce genre de choses ne s'envoie pas par message, ce que je lui ai signalé. Et je ne vous dirai pas tout le contenu de la discussion, c'était très houleux. Rémi, depuis, Andy Delors a parlé, il a parlé à nos confrères du journal L'Équipe en expliquant qu'il n'y a aucune clause signée lui interdisant d'aller jouer cette CAN, mais il parle d'une longue réflexion. Effectivement, il dit « j'ai 30 ans, je suis un peu à la croisée des chemins dans ma carrière ». Est-ce que vous comprenez qu'il ait refusé et qu'il y ait une pression du club? Je suis abasourdi, je suis énervé, je suis choqué. Parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, je ne vois pas, par exemple, une équipe comme une sélection française dire que venez pour votre pays ou bien venez pour le maillot que vous avez choisi. Et vous surtout dites là, que non. c'est les champions d'Afrique. Hein. Voilà. C'est pas, donc c'est pas il une va sélection Nice, plus petite. il va à Nice. Il va à Nice. Vous voyez jusqu'où des gens méprisent même les sélections nationales. Nous sommes là avec la CAN. C'est-à-dire que quand vous essayez de regarder les championnats qui sont les plus regardés dans le monde, c'est par exemple, lorsque vous enlevez la Coupe du Monde, vous enlevez peut-être la Ligue des Champions, c'est bel et bien la CAN. C'est une compétition qui aujourd'hui fournit pas mal de talents et qui est regardé à travers le monde entier. Alors, vous refusez d'aller jouer parce que vous voulez aller au niveau de Nice, mais je crois également qu'il faudrait faire la pression au niveau de ces clubs-là, parce que je suis sûr que peut-être il aurait même souhaité y aller, ben justement, en sous-main, on lui dit, tu n'y vas pas, tu restes à Nice, et c'est ces conditions-là que je dis,
qu'il faut absolument parfois punir ces clubs-là. Gilles, c'est peut-être aussi parce qu'on est retombé sur un peu ce problème qu'a la compétition au mois de janvier. C'est-à-dire que ça va arriver là. Nice a beaucoup de joueurs africains, je crois qu'ils en ont 4. On peut penser à Liverpool avec Mané, Salah qui sont essentiels dans cette équipe. C'est vrai qu'on retombe sur les vieux problèmes de la CAN. Avec de nouvelles pressions. Là, franchement, on a l'impression que tous les pays se donnent le mot. Parce que Belmadi a parlé avec le directeur sportif en plus, donc ça a été très clair. Absolument. Alors, il n'y a pas de contrat écrit, c'est sûr. Peut-être un blanc-seing, peut-être un sous-seing privé, peut-être, mais ça m'étonnerait que devant notaire même il y ait eu ça. En tout cas, c'est illégal. C'est moral. Il n'y aura pas ça, voilà. Mais moralement, c'est vrai que c'est inadmissible. Mais les clubs sont sournois, un peu perfides. Et là, je pense que... qui payent les joueurs, Gilles. Ben oui, mais non, mais attendez, le maillot du pays, l'économie du football, c'est les clubs qui payent. Ils disent aux Africains, c'est du néocolonialisme. Ils disent aux Africains, n'allez pas jouer, vous allez vous blesser, n'allez pas là-bas. C'est les clubs qui payent les joueurs. Mais ils le disent pas aux Américains, à partir du moment... Mais si, ils le disent aussi aux Sud-Américains. Mais ils y vont quand même. Et ben, il y en a qui y vont et il y en a qui y vont pas. Les Brésiliens, ils sont pas allés le mois dernier. Mais non, et la Coupe d'Asie, c'est pareil. J'aurais souhaité que Benzema ne soit pas là, que Mbappé ne soit pas là, que Hugo Lloris ne soit pas là. Et ceux-là, ils ne sont pas payés par le club. On tombe sur l'OGC Nice qui, justement, a beaucoup de joueurs africains. Et tant mieux s'ils donnent leur chance. Vous savez qu'ils sont algériens, vous savez qu'ils sont de tel pays. Et vous savez qu'il va y avoir un problème parce que vous avez savez qu'ils jouent la CAN au moment de la CAN. Donc le problème, c'est qu'il faut remettre la CAN comme elle avait été faite en 2019. On avait eu une très belle CAN en 2019 parce qu'elle était au mois de juin. Xavier qui voulait que la CAN soit déplacée en janvier. Moi, j'ai jamais dit ça. Justement, je souhaite... Arrête de dire n'importe quoi, Ramin Gono. Je souhaite que la CAN soit justement au même moment que les autres pour que tous les joueurs africains puissent la jouer sans arrière-pensée. La CAN, elle est quand elle veut être. Elle n'a pas à subir. Non, elle n'a pas à être. Non, on est dans un calendrier international où il faut caser toutes les compétitions. Oui, mais il y a aussi faire face aux impératifs problèmes climatiques et c'était souvent ça ce qui empêchait une CAN de ne pas être au mois de janvier. Au mois de juin en Égypte, il fait très chaud et on a eu une très belle CAN. Donc les problèmes climatiques. Et le Qatar, pourquoi le Qatar a déplacé la Coupe du Monde? Ça a été prévu. Ça a été prévu quand c'est au Qatar. Messieurs, s'il vous plaît, on passe à nos cartons. Prévu en 2010. S'il vous plaît. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Je suis désolée, j'ai du mal à tenir mes troupes aujourd'hui. Ils sont vraiment très énervés. C'est parce que le réfé n'est pas là pour m'aider. C'est ça, j'allais dire. Je ne suis pas du tout bon pour le rôle de chef. C'est une catastrophe. Chef, reviens. On continue tout de suite et on retrouve nos auditeurs, nos chers auditeurs fidèles au poste chaque semaine qui nous envoient de plus en plus de cartons. Bonjour Radio Foot, c'est Koulibaly Djagarda depuis Bamako. Je vais donner un carton vert à l'équipe de Radio Foot d'avoir eu la bonne volonté de débattre hier dans l'émission sur les paris sportifs qui est devenu un fléau ici en Afrique. Je suis un jeune et je lance un appel à la jeunesse africaine de laisser ces jeux-là qui ne fait que nuire à la jeunesse. Bonne compréhension à tous et passez une excellente émission. Bonjour à Rémi Gono et à toute l'équipe. C'est Keita Aboubakar depuis la Guinée. Carton vert à la jeune pépite espagnole Gavi et carton vert à toute la sélection espagnole. Bonjour Annie, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. C'est Abdoulaye depuis le Nord Cameroun. Je donne un carton vert au sélectionneur de la squadre Azzurra qui a réussi à former un groupe compétitif. On se souvient en 2018, il est venu, il a trouvé une équipe décevante d'Italie, mais au final, il a réussi une série de 37 matchs sans défaite et a parvenu à remporter ne serait-ce qu'un trophée, un grand trophée qui est l'Euro 2020. Bonjour Radio Foot International, je m'appelle Aboubakar depuis Cameroun. J'adresse mon carton vert à Karim Benzema qui a marqué un but magnifique hier et qui nous a permis de qualifier en finale. Et j'espère qu'on va remporter cette finale. Allez les Bleus. Bonsoir tout le monde, je suis Mahmoud Sidibé depuis Bamako, Mali. Aujourd'hui, mon carton rouge, c'est Diable Rouge de la Belgique contre le Bleu de la France en demi-finale de la Ligue des Nations pour une situation renversante inattendue. Merci. Bonjour Radio Foot International, je suis Bio depuis le Togo. Je donne carton rouge au Real Madrid, au Barça, au Lazio, au Bayern de Munich, surtout au PSG, d'avoir se laissé humilier par ces petites équipes. C'est Cyriac Maëlé depuis Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Carton vert pour la sélection, les Fauves de Bazou Bangui face à leur victoire contre le Nigeria. Allez les Fauves! Je me nomme Soari Mamadou Aliou.
Je vous suis ici à Paris et je vous suis depuis 2014. Mon carton est vert, je l'adresse à l'Olympique de Marseille par rapport au hommage rendu à M. Bernard Tapie. Franchement, je suis parisien, mais il faut reconnaître quand c'est bien, quand c'est bon, il faut reconnaître. Sincèrement, chapeau. Bonsoir, RFI. Ouais, c'est Stanislas. Il est là depuis le Bénin. Moi, je donne un carton vert aux écureuils pour leur victoire. Ils sont premiers de leur poule, ça c'est très bien. Et je salue Rémi Ngono. Je veux beaucoup de progrès aujourd'hui. Ciao, ciao. Bonsoir Radio Foot International, c'est de la part de Ouedraogo Seydou depuis la belle cité de Bobo Dioulasso. Cette semaine, j'aimerais donner un carton vert à l'équipe nationale de la France qui ont fait la remontada face à la Belgique. Je les tire mon chapeau. Maestro Salerno, Alejandro Valente, David Finzel et la charmante demoiselle Annie Gasné, sans oublier Rémi Ngono qui a fêté son anniversaire la semaine passée. Je n'ai pas pu le saluer. Aujourd'hui, je te tire mon chapeau, Rémi Ngono. Comme le dit un proverbe de chez nous, attacher le mouton à l'herbe ou attacher l'herbe au mouton. Peu importe la manière dont tu l'attaches, le mouton finira toujours par brouter. Rémi, ça c'est ton cadeau d'anniversaire. Salut et à bientôt. Rémi, il ne faudra pas l'oublier ce carton-là. Il faut qu'il rentre dans votre panoplie là, parce que... Allez, rapidement les amis, nos cartons à nous. Xavier. Moi, un carton vert très vite aux Australiens. Oui, les Australiens, parce qu'ils ont enchaîné, ils ont battu un record. Ça leur arrive pas souvent en football. Comme 11 succès d'affilée, victoire consécutive en Coupe du Monde. Alors, on me dirait oui, mais ils sont dans des groupes. Oui, mais ils ont joué tous leurs matchs sauf un à l'extérieur, puisqu'ils peuvent pas jouer en Australie parce que c'est trop compliqué, etc. D'habitude, vous jouez un match sur 2 à domicile. Eux, ils les ont tous joués à l'extérieur. D'ailleurs, chez l'adversaire, carrément au Koweït ou bien là au Qatar actuellement. Ils ont récemment battu Oman, qui avait battu le Japon. Donc, c'est plutôt encourageant pour une sélection qui a pris le risque en 2006 de quitter la zone Océanie où ils étaient largement au-dessus des autres pour venir se frotter aux Asiatiques afin d'être mieux compétitif, d'être plus compétitif pour la phase finale de la Coupe du Monde. Gilles. Carton rouge à Newcastle, qui est racheté par un fonds saoudien et qui perd son âme. Moi, j'adorais Newcastle, cette équipe du nord de l'Angleterre avec St. James Park. Et là, ils sont rachetés par le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite qui pèse 340 milliards d'euros. On est au paroxysme du foot business. L'Arabie Saoudite, avec ses zones d'ombre qui investit pour se donner une bonne image, ça me scandalise. C'est 400 milliards, hein. C'est le club qui a acheté à 350 millions. Ouais. Voilà. Non, mais il a dit que c'était son fonds. En gros, c'est un puissant fonds. Rémi, votre carton. Carton vert aux écureuils du Bénin qui, justement, sont premiers de leur poule. Et surtout, ils sont partis prendre une précieuse victoire au niveau de Dar es Salaam. Et là, les écureuils dépassent quand même les léopards. Les léopards de la RDC avec 2 points. Donc pour moi, bravo pour les écureuils. Comme le dit un proverbe africain, l'écureuil a des petites dents, mais il croque les noix de palmiste. Le carton de Radio Foot International est vert, bien sûr. Vert et jaune, si l'on pense au maillot de ceux à qui on l'attribue, les Brésiliens qui dans ces éliminatoires poursuivent leur sans faute, 9 matchs, 9 victoires. Alors ils sont sans doute déjà qualifiés, même si ce n'est pas encore fini. Ils sont réussi à battre le Venezuela, ils ont fait une petite remontada eux aussi, ils étaient menés 1-0, ils ont gagné 3-1. Et sans Neymar. Sans Neymar qui était suspendu. Et l'Argentine est deuxième, 8 points derrière, elle n'a pas réussi à passer avec Messi, le mur paraguayen. Non mais leur effet n'est pas là, vous ne pouvez pas vous énerver. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir collaboré aujourd'hui dans cette émission si animée. Merci à tous, merci à ceux qui m'ont aidé à la préparer. On vous dit, évidemment, à la semaine prochaine. Bon week-end.